Les artistes se proposent de changer les repères de ce qui est visible et innocable, de faire voir ce qui n'était pas vu, de faire voir autrement ce qui était trop aisément vu, de mettre en rapport ce qui ne l'était pas, dans le but de produire des ruptures dans les tissus sensibles de perception et dans la dynamique des affaires. C'est là le travail de la fiction. La fiction n'est pas la création d'un monde imaginaire opposé au monde réel. Elle est le travail qui opère des dissensus, qui change les modes de représentation sensibles et les formes d'énonciation en changeant les cadres, les échelles ou les rythmes, en construisant des rapports nouveaux entre l'apparence et la réalité, les singuliers et les communs, les visibles et sa signification. Ce travail change les coordonnées du représentable. Elle change notre perception des événements sensibles, notre manière de les rapporter à des sujets, la façon dont notre monde est peuplé des événements et des figures. Et tout ça, c'était dit par Jacques Rancière à Les Spectateurs émancipés. Aujourd'hui, je vais vous raconter 5 histoires. L'histoire de 5 artistes argentines, de 5 fictions argentines. Marta Minujín et Liliana Maresca ont incarné elles-mêmes la fantaisie. L'une et l'autre se sont transformées en personnages de leur propre histoire. Elles sont ou étaient l'œuvre. Celui de Minujín est toujours valable. La vie et la fiction de Maresca ont moins duré, car elle est morte à 43 ans en 1994, mais sa vie et son œuvre ont été aussi intenses que celle de Minujín. Liliana Porter et Florencia Rodríguez Giles créent un monde fantastique, avec des personnages ou des gens, des objets, des masques. Nicola Costantino, elle, a fait de sa vie et de son travail une grande histoire. Non pas une histoire de fées ou de sorcières, mais une fantaisie politique dont elle incarne le personnage principal. Ces 5 artistes nous plongent avec leur travail dans un monde d'histoire, un monde de rêves. Marta Minujín. En 1961, à Buenos Aires, il y avait une Française, Germaine Derbeck, qui dirigeait un espace d'avant-garde, la Galerie Virolai. C'était un espace qui a donné à la ville des expositions inédites, inhabituelles. Ce fut un espace de vie pour les artistes comme Marta Minujín. À l'âge de 21 ans et pendant une des dictatures militaires argentines, Marta Minujín était désespérée avec la rigidité des reliefs, dit-elle. Alors, tac, j'attrape les matelas de la maison et je l'incorpore au châssis. Elle recueille les matelas des sons proches des hôpitaux, en plus des casquettes militaires et des bottes. Elle inaugure alors une exposition avec 80 jeunes militaires et avec de la musique militaire. Marta s'assure, avec son côté provocateur, d'avoir une large couverture médiatique. Depuis le début de sa carrière, elle a travaillé avec la provocation et les médias. Marta Minujín est difficilement classable, à mi-chemin entre la sculpture et la peinture. Elle sculpte, elle peint, et cette jeune fille de 20 ans est, sans aucun doute, la révélation entre les jeunes artistes. Elle fait des reliefs en carton passés à la peinture des carrosseries automobiles. Elle traduit avec violence les émotions qui lui inspirent la vie, comme on la juge à 20 ans. Elle peint son monde de couleurs sombres, presque noires et mates, décrit un critique de l'époque. Face à une Argentine conservatrice, Marta Minujín impose grotesque, exagération, humour, et elle le fait à travers son travail et à travers sa personne. Pendant ce temps-là, à Paris, le nouveau réalisme se développe. Marta s'intéresse beaucoup. Le nouveau réalisme fondé par Pierre Ristani et qui se fédère autour de Yves Klein, Armand, Niki de Saint-Phal, Deleglé. Marta se sent proche d'eux avec ces matelas qui pourraient ne pas exister le lendemain. La destruction. À Paris, en 1963, Marta expose dans l'impasse Ronsin à Paris un terrain vacant où se trouvait l'atelier de Brancusi qui fut donné à Minujín par Niki de Saint-Phal, Tinguely et Larry Rivers. Elle expose des matelas montés sur des châssis. Un critique de l'époque décrit: pour que le monde se repose, la jeune Marta Minujín lui offre ces matelas. Mais c'est un piège, car ces énormes constructions répugnent à nos gestes quotidiens, amas en forme de torchons et de coussins pourris, objets de l'incommodité la plus totale. Des corps qu'on imagine bougeant sur une scène comme un organisme monstrueux que la vermine possède. Il a déjà été un jour à Buenos Aires. Il pourra encore l'être dans l'espace trop réel où l'on fait semblant d'attendre Godot. Dans le jeu dangereux de la négation de l'art, Marta Minujín a introduit une dimension qui risque d'être la dimension totale.
Personne n'est allé aussi loin qu'elle dans sa démarche de décrire les choses qui appartiennent à l'homme. Ces objets sont au bout de la nuit en fin de la partie. Et c'est nécessaire et c'est assez de quel jugeons-nous? Ça, c'était la citation d'Augusto Franz. À la fin de l'exposition, alors là, il y a Marta avec les matelas sous les châssis. Elle invite différents artistes. Là, elle est attachée. Pardon. Elle est attachée au matelas. C'était Cristo qui l'avait attachée. Et à la fin de l'exposition, il se prend fait à toutes les œuvres. Marta dit. À la fin de l'exposition, Marta invite plusieurs artistes à participer à ses travaux. Cristo attache Marta à un des matelas, puis ils mettent le feu à toutes les œuvres, tandis que Minujín divers des oiseaux et des lapins. Marta se rappelle que cette performance s'est terminée avec les sirènes des pompiers qui sont rapidement intervenus. Et Marta dit que c'est dans l'excitation la plus totale qu'elle a terminé son premier événement. Une citation d'elle. Je sentais affirmer que l'art était quelque chose de la plus important pour l'être humain, que cette éternité à laquelle seuls les cultes ont adhéré. Encadré dans les musées et les galeries. Pour moi, c'est une manière d'intensifier la vie, d'avoir un impact sur l'observateur, de les écuer ou de les sortir de son inertie. Alors, pourquoi gardait-il mon travail? La Menezunda, 1965 à Buenos Aires. Une pièce faite par Marta Minujín et Rubén Santantonino. Le travail était un voyage à travers 16 situations. Les gens étaient alignés en file sur la rue Florida. Ils entraient un par un et il y avait au maximum 8 personnes à l'établissement. Marta l'a décrit de cette manière. La Menezunda n'est pas comme des expositions de peinture ou de sculpture. Parce que n'étant pas une exposition ou un spectacle, il n'y a pas de travail ou de contemplateurs ou de spectateurs, bien qu'il y ait de l'art. Dans quelque chose qui se passe sans arrière-plan, qui stimule l'imagination et sauve le temps. L'objectif de la Menezunda était de ramener les gens de la rue dans une zone réservée aux élites. L'entrée se faisait à travers une silhouette d'un homme coupé dans un rideau en plastique transparent. Puis, on traversait un tunnel de néon qui conduisait à un espace avec 10 téléviseurs allumés à plein volume. Puis, on entrait dans une chambre avec un couple au lit. Un autre tunnel avec des néons et des sons provenant de la rue menait à un escalier avec des rambardes, une éponge et une forte odeur de parfum, aboutissant à une tête de femme géante. L'intérieur de la femme était couvert de produits de beauté et une maquilleuse s'occupait du public en appliquant ces produits. Un panier rotatif conduisait les spectateurs maquillés à un tunnel avec des murs mous et un sol gommeux. En franchissant une porte, on entrait dans un espace sombre avec l'odeur d'un cabinet dentaire dans lequel se trouvait un gigantesque disque de téléphone. Pour sortir du cadre, il fallait deviner le numéro à marquer. La sortie se faisait à travers une chambre froide avec une température de quelques degrés en dessous de zéro, plein de tissus de toutes sortes et de couleurs qui fermaient le chemin. Finalement, on accédait à une caméra octogonale avec des miroirs qui obscurissaient lorsque les visiteurs entraient. Immédiatement, les lumières noires étaient allumées et quelques ventilateurs font tomber une pluie de papier coloré. En guise d'adieu, un arôme de friture renvoie le spectateur à son espace, à sa vie quotidienne. Que c'était la rue Florida, qui est un espace, une rue où il y a beaucoup de restaurants et cette odeur de friture est caractéristique. Tout au long de l'ensemble, un certain ton populaire était perçu, notamment dans la configuration visuelle du contexte, dans les allusions à la publicité bon marché, dans les affiches en plastique, dans la décoration du cabinet des maquilleurs. C'était tous des produits pas chers. La Menezunda a duré 15 jours et ensuite l'installation a été détruite. Il n'y a presque aucun enregistrement d'elle. Le MAMBA, qui est le musée d'art moderne de la ville de Buenos Aires, l'a reproduit en 2015 grâce à un grand effort de retrouvailles de documentation des archives et des témoignages. Et la mémoire de Marta, qui parfois invente de nouvelles histoires. Marta a voyagé beaucoup aux États-Unis, où elle a fait aussi nombreuses performances, et il y a notamment une qui s'appelle Kidnapping.
c'était à New York en 1973. Dans le jardin de sculpture du MoMA, Martha rassemble 30 volontaires, maquillés comme des peintures de Picasso, en hommage parce que c'est l'année de sa mort. Ils récitent des fragments de textes de Blake, Mallarmé, Ezra Pound, Rimbaud, Shakespeare, et ils suivent les mouvements indiqués par Minuchin. En essayant d'enseigner les étapes au public, un cri de « kidnapping » émerge. Les acteurs cherchent 15 personnes qui avaient auparavant donné leur consentement et ont été identifiées avec un bouton d'argent. Ils ont été kidnappés et amenés à différents endroits à New York. Mais les enlèvements étaient amicaux. Les kidnappés étaient pris par les bras par son ravisseur. Dans 15 voitures qui attendaient à la porte du MoMA, ils ont été amenés dans des différents endroits pour vivre des expériences inoubliables. Par exemple, une hôtesse a offert un grand dîner représentant une peinture cubiste de Picasso. De nouveau à Buenos Aires, el Partenón de Libros en Buenos Aires, décembre 1983. Cela se passe juste une semaine après le retour de la démocratie, qui était le 10 décembre 1983, sur l'avenue 9 de Julio, qui est une entrée centrale de la ville de Buenos Aires, la première avenue de Buenos Aires, un peu comme les Champs-Élysées à Paris. L'artiste construit une réplique du Parthénon d'Athènes avec 20 000 livres, dont beaucoup avaient été censurés pendant la dictature militaire. Pour ceci, elle a mobilisé 38 maisons d'édition, lesquelles ont donné les livres dans une semaine. Le Parthénon a duré seulement 5 jours et le 24 décembre, les livres ont été distribués. L'année dernière, la Documenta a refait le Parthénon à Kassel. C'est seulement une image de render. C'est ce que c'était fait à Kassel. El pago de la deuda externa con choclos, le paiement de la dette à New York, de nouveau, 1985. J'ai rencontré Andy Warhol au bar Odeon à New York. Je suis venue de Buenos Aires et comme tout le monde était fou du dollar et avec la dette, je lui ai dit « Je vais vous payer la dette argentine en maïs ». Il a accepté. Minuchin va au marché portoricain pour acheter du maïs. Elle ne trouve pas du maïs orange, alors elle achète du maïs blanc et les ponte. Martha et Andy Warhol mettent les maïs à The Factory et au milieu, 2 chaises. Martha, Minuchin et Warhol tournent de dos et avec des mouvements précis recréent l'offre, l'acceptation et l'annulation de la dette de l'Argentine. Puis, ils distribuent les maïs dans la rue devant l'Empire State Building. Martha a dit à propos de ce travail et sur elle-même. Je crois que Martha Minuchin ne sera pas retenue à cause d'un certain travail ni conservée dans un musée, mais elle sera retenue par son attitude, pour ses expositions d'art, pour l'incorporation du spectacle et la joie à un terrain excessivement sacralisé intellectuellement. Liliana Maresca. La vie de Liliana Maresca a été dédiée à l'art. Elle n'a jamais fait de distinction entre l'art et la vie. Son corps a été le sujet mis en jeu et elle est elle-même son travail. La production de Liliana Maresca a commencé dans les années 80. L'Argentine sortait d'une dictature féroce, dans laquelle précisément les corps avaient disparu, littéralement, car on parlait de 30 000 personnes disparues, enlevées, dont on a perdu la trace. La scène underground de Buenos Aires à l'époque essayait de restaurer les corps, de les libérer. Et Liliana Maresca est une figure emblématique de cette scène des années 80 et 90. L'une des artistes les plus actives de cette communauté artistique interdisciplinaire, parce que ça involucrait aussi le théâtre, le rock, en essayant de reprendre ce que la dictature avait disparu, que c'était le corps. Liliana Maresca con su obra, avec son œuvre. C'est une série de photographies prises par Marcos López en 1983, avec des objets que Maresca avait fait un an auparavant. Maresca nue avec des objets devant ou sur son corps. Des poses curieuses dans lesquelles l'objet opère comme une prothèse qui sert à rectifier le corps, mais aussi à le transformer en une sorte de robot.
Ces appareils pourraient être considérés comme une technologie de production sexopolitique du corps de la femme, mais en même temps, ces appareils contribuent à effacer les formes humaines. Liliana Maresca frente à la Casa de Gobierno, face à la siège du gouvernement argentin. Liliana Maresca se déguise en femme élégante. Quelques mois après le retour de la démocratie, elle pose devant ces bâtiments tellement chargés de signification et devant un soldat qui monte la garde et qui ne peut plus la réprimer d'être là. Très belle, non? Très belle. Et Espacio Disponible, c'était le nom de l'œuvre, ça veut dire espace disponible. C'était fait au Centro Cultural Recoleta en 1992. Des affiches publicitaires dans la rue fournissent de vraies informations sur sa disponibilité et son numéro de téléphone. En 1993, Maresca a adopté la stratégie à l'extrême. L'exposition a été complétée dans les pages du magazine érotique Le Libertino avec une annonce Maresca disponible à tout destin. 14 photographies de Kuropatwa ont montré l'artiste dans une séquence provocante, montrée comme une double page de publicité, y compris son téléphone personnel. Son téléphone a été composé 400 fois. Elle a répondu seulement 4 et elle a parlé du travail. Le magazine maintenant fait partie de la collection de Malva, du musée d'art latino-américain à Buenos Aires. Liliana Maresca tente de dépasser les limites qui existent entre l'œuvre et son propre corps. Une artiste qui tente d'interroger la problématique de l'art en tant que producteur d'objets dépassant la sphère de l'art elle-même. Imagen pública altas esferas, image publique haute sphère. L'affiche utilisée pour promouvoir l'exposition est une sorte de trompe-l'œil. Le corps nu et beau de Maresca, disposé en mode Vénus, attire immanquablement les regards. Mais le spectateur est invité à regarder alors des images géantes du général de la dictature argentine Jorge Rafael Videla, de Maria Julia Alzogaray, qui était une politicienne machiavélique qui portait par exemple des fourrures en étant la ministre de l'écologie, entre beaucoup d'autres choses horribles. Le président néolibéral des années 90, Carlos Menem, ainsi que Bill Clinton et George Bush. L'attraction et la répulsion se fondent dans cette composition biopolitique. L'Éden de l'iconographie renascentiste et le réel politique du président Menem. Show business, corruption, il incarne tout ça. Maresca se sert des archives graphiques du journal Pagina 12, un journal argentin de gauche. Agrandissement photographique des protagonistes de l'actualité argentine de la dernière décennie. Elle décore les murs et les plafonds d'une salle du Centro Cultural Recoleta à Buenos Aires. Au centre de la pièce s'élève une sorte d'hôtel à gradins, au sommet duquel un bol reçoit l'incessante goutte du liquide rouge. La métaphore de l'étrange mélange d'encre et de sang qui, dans notre société médiatique, constitue le corpus des nouvelles, devient un hommage rendu à ces visages qui ont acquis leur notoriété en détriment des citoyennes. Le ton critique devient sarcastique lorsque Maresca inclut sur ses photographies l'image de son corps nu, sur les cartes postales et des catalogues d'affiches qui accompagnent l'exposition. Maresca met en avant son propre corps et l'expose à la scène artistique et à la société. Elle a la capacité de capter, de rendre compte des événements qui se passent à son époque dans les années 90, et elle fait un peu figure d'antenne, de boussole dans ces contextes agités. Dans ces années d'extrême contrôle policier et politique, mais aussi sexuel, répression du corps et dont la norme était hétérosexuelle. La désobéissance sexuelle proposée par Maresca peut être qualifiée de poético-politique, des pratiques qui problématisent les ordres de la connaissance et les pouvoirs du régime. Les corps considérés comme pouvoir politique, un territoire d'énonciation et de résistance critique pour démanteler les disciplines du régime. En Amérique du Sud des années 80, il apparaît une nouvelle sensibilité face aux normes publiques qui s'étaient étouffées au cours des années 70.
Mareka fait partie d'un mouvement, elle n'est pas la seule à utiliser son corps et son corps nu. Le corps nu apparaît alors comme un dispositif d'action qui dessine de nouvelles cartes de résistance. Il rompt avec la répression des dictatures, il est constitué comme une possibilité de liberté et d'expérimentation. Des corps qui disent beaucoup quand presque rien ne peut être déclaré publiquement. Actuellement, il y a une exposition d'elle au Musée d'art moderne de la ville de Buenos Aires. Liliana Porter. Liliana Porter a commencé sa pratique artistique avec la photogravure, pour ensuite passer à utiliser la photographie en elle-même, après quoi elle a eu besoin de composer du ton et elle est allée vers les vidéos, plus tard aux installations tridimensionnelles et elle a avancé vers le théâtre. Pour tout cela, Liliana Porter a toujours collecté des objets. Elle a formé et continue de former une collection d'objets bon marché et kitsch, des trésors qu'elle collectionne avec affection et grandeur. Liliana Porter génère entre ces objets des rencontres quotidiennes et dramatiques. Il y a une très belle anecdote sur son enfance. Je la raconte, c'est sa voix. Un fait intéressant est que mes grands-parents étaient russes, de la ex-Union soviétique, et parfois, pour m'endormir, ils me chantaient des chansons en russe. Et d'un autre côté, les parents de ma mère sont venus de Roumanie, et ma mère nous a chanté des chansons en roumain. Je ne compris aucune des deux langues, mais j'imaginais des scènes très spécifiques quand je les écoutais. Cette anecdote est importante parce que peut-être c'est la cause des histoires fantastiques tissées par Porter entre ces personnages réels dans des situations fantastiques. Elle dit, la première chanson que j'ai composée au piano s'appelait The Russian Indians, des Indiens russes. Cela m'a intriguée quand ma mère m'a dit, en Russie, nous n'avons pas des Indiennes. Dans un premier temps, les objets utilisés étant pour la plupart du matériel, des clous, des marteaux. Ils étaient disposés sans contexte, sur fond blanc et ne montrant que son ombre. L'arte boludo, l'art bête, idiot, comme l'appelait Liliana Porter avec son mari Louis Kamitzer, se compose des éléments suivants. Choisir des choses qui ne veulent rien dire, que nous savons est impossible, que nous avons opté pour des éléments moins mystérieux du monde, même si en fait ils finissent par être mystérieux. J'ai cherché les plus neutres, les moins expressifs, un crochet, un ombre, un fil. Ça dit Liliana. Continue à être sa voix. La question du vide et du fil ou tout autre objet insignifiant avait à voir avec ces silences qui étaient plus importants que les mots. Les silences peut être les préludes du génie. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien de si intelligent parce que nous n'avons pas à attendre la définition de quoi que ce soit. La philosophie rencontre cette limite. Donc, je pense que la meilleure chose est de trouver une méthode pour faire taire un peu notre bouche, une méthode dans laquelle l'espace est le protagoniste, l'objet est juste une présence. Les premières photos sont en noir et blanc et elles sont réalisées entre 1968 et 1977. La plupart étaient des photos qui incluent ses mains aussi, impliquant une photo ou un papier. Et là, il y a The Wrinkle, 1968. Dibujo con martillo de plástico, la hoz y el martillo, dessin avec marteau en plastique, la fossile et le marteau. Dit Liliane. L'image peut être très chargée ou complètement dénuée de sens. C'est un intérêt à avoir avec la différence entre les stades des utopies et les moments les plus actuels, dans lesquels elles sont affaiblies. J'ai fait le travail exactement dans cet intervalle de changement de valeur. Mini et Che, 2003. Dans le travail de Che et Mini, les liens communs fonctionnent également. Le Che représente le communisme et Mini le capitalisme, et Liliana joue avec l'idée qu'ils tombent amoureux, ou que Mini vole un baiser du Che. C'est une image qui signifie et ne signifie rien en même temps. Liliana se manifeste étonnée des gens qui peuvent porter une chemise avec l'image de Che Guevara et peut-être sans savoir qui il était. Bon. En 2013, à Malva, à Buenos Aires, Liliana a fait une grande installation qui s'appelle El hombre con el hacha, l'homme avec l'âge.
c'était une installation de 5 palettes blanches qui abrite un chaos à première vue indescriptible. Mais qui invite à l'approcher, à l'entourner, à aiguiser les foyers, à découvrir l'origine du cataclysme, qui tourbillonne tribus de vases, des tasses, des assiettes, morceaux de toute taille, chaises tombées et même un piano à l'envers. À un extrême, un homme minuscule, l'homme avec l'âge. Il est minuscule, mais il donne le nom, les titres à l'œuvre. L'échelle augmente progressivement de l'homme au piano, où on peut voir à l'inverse, ça diminue vers l'homme. On ressent une vague mélancolie en étant à distance. Mais si l'on se rapproche et tente de saisir les détails, on découvre un canard avec des cheveux hérissés qui nous fait rire. Et on voit aussi un petit jardinier à l'air très zen, comme s'il nous donnait une leçon de tranquillité, de stoïcisme en scène de cette chaos, en train d'arroser des plantes qui poussent entre la vaisselle cassée. Porter à disposer ces petites figurines sur un set en fond blanc bien éclairé et sans aucun contexte. Dans cette scénographie minimaliste, on retrouve Che Guevara et Elvis Presley, un Playmobil ou un personnage d'un tableau de Giovanni Bellini. Un pingouin en bois des années 50 qui dialogue avec un buste de porcelaine sans tête. Il y a aussi un soldat de plomb de la Seconde Guerre mondiale qui tire sur l'armée de Napoléon, où les fossiles et les marteaux coexistent en harmonie avec la voiture de Kennedy. Vous avez vu là. Dans le travail de Liliana Porter, l'horreur émerge derrière les rires. Liliana Porter croit surtout à l'art. Elle considère que l'art est une cause qui peut être considérée comme politique. L'art est une forme de questionnement permanent. Celui qui s'abandonne à ces processus se situe inévitablement dans la vie et la société. À la dernière Biennale de Venise, les dernières images sont ça. Elle a recréé la pièce de Malva à Venise. Ça va? C'est clair? Je me fais comprendre. Florencia Rodríguez Giles. Florencia Rodríguez Giles a fait des recherches sur les rêves. Lors d'une résidence au Japon, il a invité un groupe de Japonais et des Argentins à exprimer leurs rêves à travers un blog. Ces rêves ont été interprétés plus tard au Japon, même dans une série de performances. Et plus tard, expérimenté au Palais de Tokyo et au club de David Lynch El Silencio à Paris il y a 2 ans, en 2016. Générant une extrême étrangeté dans le corps du spectateur, Florencia nous laisse voir ces caves comme si nous entrions juste à ce moment de la nuit où l'être humain est dans une phase de rêve intense, où tout est possible et tout semblerait réel. L'homme qui sort tout nu de sa maison, la fille obsessionnée par ses cheveux. Oui, ça c'est le silence. Et les garçons qui perdent tous ses dents, les pianistes qui jouent en public, les danseurs qui ne peuvent pas avancer. Tous ces personnages sont dans cette performance au silencieux en soirée. Et elle nous mène dans une étrangeté. Est-ce que c'est mon rêve? Est-ce que c'est son rêve? Est-ce que c'est notre rêve? C'est Florencia qui a créé très conscientement cette étrangeté qui veut paraître consciente. Elle coud les costumes, elle conçoit et fabrique les masques, elle écrit les scénarios, elle choisit ses acteurs. Les masques sont des instruments fondamentaux dans ces performances car ils cachent la véritable identité des acteurs et renvoient à l'expérience universelle. L'artiste explique, les masques aveuglent ainsi le monde visuel externe et seules les images internes sont vues. Elles intensifient également les autres sens et offrent une expérience différente de l'espace et du temps. Les masques n'ont pas des yeux,
ce qui évite de faire la distinction entre le soi et l'autre, entre le passé et le présent. Évite aussi l'acceptation du spectateur. Cela implique que chaque personnage est dans son corps, dans son rêve. En silencio, en entrant, le public a dû mettre un masque aussi. Les artistes portaient des masques et alors les frontières entre les unes et les autres disparaissent. Et un autre élément important qui c'était après le silencio, ça c'était une soirée et la soirée suivante c'était à Palais de Tokyo. Ce sont des autres acteurs et des autres rêves et des autres masques. Et au Palais de Tokyo, la représentation dure 4 heures, pendant lesquelles les acteurs ont traversé différents états d'aliénation. Ces états partent d'une concentration personnelle, puis de la relation avec l'espace et avec les autres artistes. Il s'agissait principalement de danseurs de hip-hop. Et un autre élément important dans ces performances est les sons. Ces sons partent toujours de la voix humaine, mais ne sont pas jamais compréhensibles. C'est un son qui sort du corps et non de la bouche, transpercé par la décision du cerveau de dire quelque chose. Et la fréquence du son génère un état chez le spectateur. Nous entrons en transe, en médiation. La performance Palais de Tokyo s'appelait Séance Limonette et s'appuie sur la problématique des communautés par la mise en lieu des rituels, des gestes et par la mise en commun des objets mystérieux comme traces d'une société qui aura pu habiter là-bas. Ils partagent l'expérience d'une expérience vécue, un accouplement de l'intime et du monde extérieur. La séquence aussi semble improvisée et bien qu'il y ait des aspects qui surgissent à ce moment, la nuit a été bien chorégraphiée. Mais son ouverture laisse le spectateur libre d'entrer et de le quitter par sa propre décision. Parce qu'au lieu de nous sentir spectateurs, nous nous sentons des témoins interdits. Les performances sont dans un état d'hypnose entre sommeil et réveil, un état connu des surréalistes des années 20 et des poètes de la fin du XIXe siècle. Les poètes chutés à l'absinthe, à l'opium, à la chiche. Florencia explique. Le spectateur est plutôt évité. Ceci arrive dans presque tout ce que je fais. La seule chose qui lui soit adressée sont les masques et la mise en scène, mais l'expérience est celle de l'interprète. Elle fait aussi, elle fait des dessins, il y a les dessins en projection aussi. Nicola Costantino est né à Rosario en 1964. Rosario est une ville à 4 heures de Buenos Aires. Elle est de famille italienne. Son père était chirurgien et sa mère était couturière. Et ceci est très important, vous verrez dans ces œuvres. Nicola Costantino est allé à l'école pendant la dernière dictature militaire argentine qui était entre 1976 et 1983. Comme elle dit, c'était un milieu conservateur. À cette époque, Nicola considère comme une honte d'être dans une province éloignée du centre de Buenos Aires sans influence artistique. Mais plus tard, elle a réalisé que cela lui a donné l'opportunité de se rencontrer en première et de ne pas tomber dans les courants ou les tendances. Là, c'est Nicola. Savon du corps, une œuvre montrée à Malva en 2004. Le travail est composé d'un multiple dessins savons fait avec un pourcentage de graisse d'origine humaine. Ce tissu adipeux a été obtenu à partir d'une liposuction à laquelle Nicola s'est soumis. Le travail est conçu comme le lancement d'un produit cosmétique de luxe. L'installation se compose d'un grand backlight avec l'image de l'artiste, les marques de Carrara et l'affiche acrylique qui tient les savons et la projection d'une publicité de 40 secondes. Le savon a aussi la forme de son corps.
La stratégie publicitaire pour la commercialisation de ce type de produits est basée sur l'identification du public avec un personnage célèbre en tant que modèle ou actrice déterminée et pas dans l'article lui-même. Savon Décor est présenté avec l'image de Nicolas sous la forme d'une photo publicitaire, à la différence qu'ici le modèle n'est pas le visage des produits, mais sa matière première. Le regard de Constantino sur l'industrie du corps prend forme dans un savon avec lequel on n'achète pas l'image identitaire du corps du modèle, mais on achète le corps du modèle. Dans une nouvelle conception de la consommation, les slogans « Prenez votre vin avec moi » résument l'œuvre. Le travail a généré un petit scandale. Pour l'artiste, le travail est lié à des questions très actuelles telles que la montée de la chirurgie esthétique, la consommation croissante et le langage de la publicité qui vend l'horreur belle, emballée et prête à consommer. Mais il a aussi son côté sombre dans les liens évidents avec l'Holocauste en particulier et avec les cadavreux en général. Constantino explique que la pièce était inspirée par le film de Fight Club, qui montre comment un gang vole la graisse des cliniques de liposuction pour faire les savons et les vend ensuite dans les pharmacies chères de New York, de sorte que les riches se lavent le visage avec leurs propres fesses, dit le film. Mais la différence fondamentale est que l'artiste se l'a fait à elle-même. C'était une agression auto-infligée. Elle ne moralise pas la rectitude politique, elle incarne elle-même cette obsession de la beauté qui nous conduit inexplicablement à faire des choses dangereuses et nuisibles pour être plus belle, plus acceptée, plus aimée. Avant de se lancer dans cette pièce, Nicolas a consulté un grand rabbin et un historien de la Shoah et elle a eu leur consentement. Une autre œuvre, ça c'est 2008, s'appelle La Cena, la dîner. C'est une pièce inspirée de la dîner par excellence, que c'est la scène de Leonardo da Vinci. Et Nicolas fait une performance à la galerie Ruth Ben Sakar, où elle-même et avec justement Florencia Rodríguez, qui est l'artiste qui en a parlé avant, sert un dîner et sert du porc et de belles salades en forme de fleurs à un groupe de personnes qui étaient invitées, plutôt des collectionneurs. Et tout était très bien chorégraphié. Et tout le monde mange, et pendant qu'ils mangeaient, il y avait un tableau dans la galerie de la dernière scène de Da Vinci. Et après que tout le monde a fini de dîner, elle ouvre le tableau, et il y a une image d'elle dans les assiettes, dans la table, comme si elle a été le cochon qu'on vient de manger. Et, en 2016, je vais passer directement à la... ¿Hay tiempo? Sí. En 2016, Nicolas fait une pièce qui s'appelle L'Artefacta, dans laquelle elle construit une double d'elle-même pendant sa grossesse. Elle l'a fait avec les limitations de le faire en Argentine, pas avec les ressources du musée et Madame Tussauds. Dans ce cas, le mannequin n'est pas parfait et c'est pourquoi le résultat est dérangeant. Elle s'anesthésie les yeux pour faire le moule. Après, elle a utilisé des cheveux réels et en opposition, il y a des parties qui sont visiblement jointes. Alors, le final est une pièce qui fait un peu peur. Parce que Nicolas est tombée enceinte à l'âge de 45 ans, elle pensait la grossesse serait dévastatrice pour son corps. Alors, elle fait son double. Mais au contraire, elle était plus belle que jamais et cela la rendait plus contrastée que son double. Plus contrastée à son double. Les doubles ressemblaient à un cadavre. Alors, quand son fils est né, alors elle a fait, avec son double, elle a fait beaucoup de photos dans lesquelles elle est avec son double. C'est une série de photos et elle a fait aussi un trailer, un film. Mais quand son fils est né,
elle avait un peu peur que son fils ait peur de cette maman un peu horrible. Et alors, elle l'a jeté par les escaliers et ça lui a donné aussi les pieds pour faire un autre film. Et là-bas, je voudrais vous montrer une vidéo. Pour la dernière pièce.
Alors ça, c'était la pièce qui a représenté l'Argentine à la Biennale de Venise en 2015. Ça s'appelle Rapsodia Inconclusa. Et Nicola Constantino assume le rôle d'Evita Perón à travers 4 installations vidéo accompagnées des installations. Dans la première chambre, c'était Eva les rêves. C'est une pièce sombre avec un écran de 17 mètres où les spectateurs se plongent lorsque les différentes Eva apparaissent, de la jeune femme qui rêvait d'être une actrice, la glamoureuse, la meneuse, la malade Eva. Toutes coexistent dans le même espace. Dans le deuxième, il avait le lit et c'est Eva les miroirs. C'est la récréation d'une pièce de l'époque où l'on retrouve Eva devant sa coiffeuse, se peignant les coiffées et se maquillant comme toute autre femme. L'œuvre recrée une vision plus intime et féminine du personnage et Nicola nous invite à faire partie de cette vie de tous les jours. Dans la troisième, il y a la machine qui se cogne contre les murs. Eva la force. Se réfère au mythe qui raconte qu'Evita a utilisé un corset de plâtre et de métal lors de sa dernière apparition publique. Cette silhouette métallique enfermée dans une vitrine et commandée par un mécanisme est frappée de façon incontrôlable contre les murs, comme si elle était perdue et désespérée de vouloir partir. La rigidité du matériau contraste avec la fragilité de ses corps absentes, affaiblis par la maladie. Et dans la troisième, il y a toutes les glaces. Eva la pluie. Il nous confronte à une image encore plus puissante, une table chirurgicale sur laquelle repose un tas de larmes de glace et qui représente les secteurs de la société qui ont pleuré et veillé pendant 2 semaines le corps d'Evita. Les gouttes fondent et sont remplacées par des autres et deviennent ainsi des pleurs éternelles qui ne s'arrêtent pas. À l'époque, en juillet de 1952, à la mort d'Evita Perón, il y a eu plus d'1 million de personnes qui ont rendu hommage au corps d'Evita, même sous la pluie. Son objectif était de déconstruire l'image politique et dogmatique d'Evita et de le présenter d'un point de vue plus émotionnel, intime et féminin. Le travail de Nicola lié à la peau, aux animaux, au corps et à son double est inhabituel pour tout le monde, même aujourd'hui, et pas seulement dans les années 90. Nicola croit que l'ambiguïté dans ses œuvres est ce qui les rendait intéressantes, cette ambiguïté entre beauté et rejet, mais surtout l'ambiguïté éthique. Aujourd'hui, nous avons voyagé à travers les fictions des 5 artistes femmes argentines. J'ai choisi ces 5 artistes à cause de leur relevance dans l'art contemporain argentin et aussi à cause de leurs actualités en France ou en Europe. Marta Minujín a reproduit son partenaire des livres à Kassel. Liliana Porter a reproduit L'homme avec l'âge à la Biennale de Venise. Nicola Constantino a représenté l'Argentine à la Biennale de Venise en 2015. Florencia Rodríguez a réalisé récemment ses 2 importantes performances à Paris. Et si je voulais parler de Liliana Maresca, c'est parce qu'elle n'a aucune visibilité internationale et pourtant c'est une figure très importante pour l'Argentine. On commence enfin à s'en rendre compte. Actuellement, il y a cette exposition au Musée d'art moderne de la ville de Buenos Aires. Le fil conducteur, le chemin de fer de notre rencontre aujourd'hui a été la fiction. La fiction est une grande tradition en Amérique latine, bien popularisée à travers la littérature. Je pense citer Ficciones de Jorge Luis Borges de 1984, ce recueil de nouvelles qu'on a aussi appelé philosophie-fiction. Les livres contiennent des images récurrentes comme les labyrinthes, l'infini. Et bien évidemment, les mouvements du réalisme magique, auxquels on associe les Colombiens Gabriel García Márquez et les Argentins Julio Cortázar et Adolfo Bioy Casares. Justement, vous aurez une exposition de Bioy Casares sur l'invention de Morel. Les artistes argentins ont utilisé et utilisent cette fiction, cet réalisme magique pour devenir des boussoles essentielles de l'ère du temps, de l'ère de leur temps. Merci. Merci beaucoup.